merci et c'est un plaisir d'être votre invité pour cette émission. J'avoue que je ne suis pas du tout surpris puisque depuis 2000 nous avons quand même constaté une maturité du peuple sénégalais et surtout une réelle prise de conscience que nous avons constaté des Sénégalais par rapport à ce droit fondamental qui est le droit au vote. Et de façon générale, le droit à l'autodétermination. En fait, le vote, c'est simplement la possibilité pour tout citoyen de pouvoir s'impliquer dans la gestion de son avenir, qu'il soit un citoyen actif qui décide de son propre sort. Et nous avons constaté depuis les années 2000, ou tout au moins l'année 2000, que le citoyen sénégalais est conscient qu'il peut agir sur son propre sort. Et depuis lors, on constate effectivement d'élection en élection comment les citoyens essaient de donner un sens à leur vote. Évidemment, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont contribué à cela. La presse, vous, mais également la société civile qui a joué un rôle déterminant dans ce sens. Mais il y a également le fait que, évidemment, nous avons constaté beaucoup de tard en matière politique, beaucoup en tout cas de pratiques qui ont revulsé les citoyens et qui se disent finalement que nous ne laisserons plus notre sort à des personnes dont nous n'avons pas, ou en tout cas dont nous n'avons pas la maîtrise, ou dont on ne peut pas soit assurer un devoir de sanction ou un devoir de félicitations, d'encouragement. Donc c'est vraiment une attitude qui est aujourd'hui acquise au niveau des citoyens sénégalais et c'est ce qui s'est confirmé pendant ces élections présidentielles. Oui, je crois, parce que c'est vrai que c'est la première fois que d'abord du point de vue des inscrits, avec un fichier plus ou moins maîtrisé, mais également du point de vue de la participation citoyenne, qu'on a ce niveau de participation, ce niveau de suffrage exprimé. Mais il faut dire que cette élection présentait un enjeu particulier. J'allais dire que le Sénégal était à la croisée des chemins et nous avons, depuis un certain temps, un certain nombre d'enjeux que tout le monde a pu intérioriser. Vous avez ces découvertes de ressources naturelles que le bon Dieu nous a gratifiées. Vous avez également cet engouement de l'extérieur des bailleurs, des investisseurs vers le Sénégal. Et vous avez corrélativement une certaine gouvernance qui ne convenait pas, d'après les Sénégalais, aux ambitions que le Sénégal a, en tout cas, se doit aujourd'hui d'avoir par rapport à son avenir. Donc, si vous conjuguez tout cela, les Sénégalais commencent à se dire, mais il nous faut réagir. Donc, nous ne pouvons pas, le jour du vote, rester chez nous, se coucher tranquillement ou être couché tranquillement, boire du thé et demain, se plaindre de son propre sort. Celui qui n'agit pas, ou en tout cas ne s'implique pas, ne doit pas se plaindre de la médiocrité de son existence, ou en tout cas d'une certaine façon dont son avenir pourrait être géré. Donc tout ça fait qu'il y a eu un devoir de responsabilité. De mon point de vue, il y a un devoir d'inventaire qui a été fait au niveau de chaque Sénégalais, et finalement qui fait que tout le monde se dit, nous n'avons pas le droit d'être des citoyens passifs, mais plutôt des citoyens actifs, et ce qui explique que le jour du 24 février, très tôt, les jeunes se sont mobilisés. Bien sûr, il y a ce facteur jeune aussi qu'il faut analyser. De plus en plus, nous avons une population très jeune, une population qui est formée à l'école des autoroutes de l'information, qui est très avertie par rapport à ce qui se passe, et finalement qui, évidemment, a forcément plus de responsabilités que cette jeunesse d'avant, ou évidemment qui n'avait pas à sa disposition autant d'opportunités qui lui permettaient d'être au diapason des ambitions et des enjeux de son temps. Non, je ne crois pas. Si on analyse tout ce qui se passe, finalement, ce sont ces jeunes, cette population citoyenne. D'ailleurs, j'allais parler de société civile. En réalité, c'est la première fois, de mon point de vue, qu'on peut parler d'une réelle société civile au Sénégal. Nous constatons chaque fois qu'il y a un fait social ou un événement, nous
constatons comment la société de façon générale réagit soit dans le sens d'une approbation ou d'une désapprobation. Et cela est relayé par la presse, par les réseaux sociaux, par, comme je l'ai dit, la télématique, les autoroutes de l'information. On constate que chaque événement, chaque élément, chaque fait est analysé et on constate un feedback qui se dégage de cette société civile, entendu comme l'opinion nationale, l'opinion publique, et qui va vers soit les décideurs, soit la communauté internationale. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que même aujourd'hui, dans ce contexte de manipulation, de stratégie, de rationalité stratégique, où certains cherchent à atteindre des objectifs particuliers, on voit comment ces citoyens ont un recul et finalement décèlent même les failles de cette stratégie irrationnelle qui continue à penser qu'on peut manipuler l'opinion ou les citoyens de façon générale. Je constate chaque jour en lisant Internet, en lisant la presse, que même ce que véhiculent les journalistes, il y a une masse critique qui se dégage, dit mais vous avez publié cela, mais on constate que les votants sont supérieurs aux inscrits. Et ça, c'est extrêmement important que les citoyens soient avisés à ce niveau. Donc, pour dire que malgré tout ce brouhaha, ou en tout cas ce vacarme qui est lié aux enjeux du moment où certains forcément chercheront à privilégier ou à conserver des intérêts particuliers, vous avez une ligne qui est là et qui est très sereine, qui consiste à dire nous attendons, nous savons tout ce qui se passe, mais nous attendons dans le calme, mais nous n'accepterons pas que nos votes ne soient pas considérés, par exemple, ou en tout cas notre opinion ne soit pas prise en compte. Et c'est pourquoi moi je n'ai pas de crainte particulière par rapport à ce contexte de diversion, de récupération ou de stratégie quelconque qui pourrait occulter, par exemple, la réalité des urnes ou des votes tels que exprimés par les citoyens. Oui, je pense que le système est tel qu'aujourd'hui, il est difficile en tout cas de pouvoir faire quelque chose qui soit contraire d'abord par exemple par rapport aux élections à la réalité des urnes, mais également au cadre défini et qui est là et qui doit être respecté scrupuleusement, aussi bien dans la forme, la manière d'y arriver, que dans le fond, c'est-à-dire refléter ce qui est aujourd'hui, ce qui doit être la vérité des urnes. Donc de ce point de vue, je pense que ceux qui tenteront le coup, évidemment, endosseront l'entière responsabilité de ce qui arrivera. Mais je pense que déjà des garde-fous sont là. Nous avons des pratiques stéréotypées en matière d'élection qui font que quelles que soient les velléités de manipulation ou en tout cas de jeter le trouble, il est difficile de faire endosser des choses qui ne soient pas conformes au système et à la réglementation. Déjà, par rapport au système électoral, vous le savez, déjà au niveau de chaque bureau de vote, au moins la Sénat a une copie du PV, les représentants des partis ont des copies. Au niveau des commissions départementales, vous avez des représentants des partis qui ont déjà les copies. Vous avez aussi la Sénat qui a une copie. Et au niveau national, c'est la compilation de tous ces procès-verbaux au niveau départemental. Donc il est difficile d'altérer des faits et il est difficile d'agréger des faits qui ne soient pas conformes aux éléments de base qui sont déjà entre les mains d'un certain nombre d'acteurs. Donc je ne vois pas à partir de ce moment comment en aval, peut-être en amont, il y a eu peut-être certaines irrégularités, certaines distorsions, certaines manipulations, mais en aval aujourd'hui, je crois que si nous voulons rester dans la rationalité, il nous faudra forcément, chacun à notre niveau, que nous soyons des politiques, citoyens, des républicains, s'agit de rendre le droit, de donner les résultats ou de contrôler, nous devons nous conformer à ce qui est défini et cela, c'est quoi l'avenir du Sénégal, en tout cas, en dépend. Oui, je disais tantôt que
au début de ce processus où tout avant, évidemment, certains ont pu penser que la société civile était en dislocation comparée à cette société civile de 2012 qui a été à l'origine des événements que nous connaissons de juin 2011. Mais là, on s'est rendu compte que cette société civile s'est agrandie, peut-être qu'elle s'est diversifiée dans sa forme, parce qu'elle n'est plus l'apanage, cette société civile, d'organisation structurée formelle. Mais la société civile, traditionnellement, elle est définie comme l'ensemble de l'opinion publique. Et une opinion qui se forme à partir des grandes places, à partir des discussions dans les rues, à partir des cercles concentriques, et maintenant catalysée et incubé au niveau de Facebook, de WhatsApp, donc des réseaux sociaux. Donc on s'est rendu compte de la force de cette société civile qui arrive à peser sur le cours des choses. Et vous avez également une société civile qui est beaucoup plus professionnelle et qui arrive à encadrer les citoyens dans des domaines précis tels que la citoyenneté, tels que la nécessité par exemple d'aller retirer leur carte électeur, comment voter. Et donc il y a eu également ce bonus, cette plus-value qui s'est ajoutée à cette société civile qui est plus ou moins informelle, mais qui chaque fois fait tonner sa voix. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une symbiose entre tous les acteurs de la société civile, qu'ils soient organisés ou inorganisés, et cette symbiose fait qu'aujourd'hui, cette société civile présente une force non négligeable qui arrive à contrecarrer un certain nombre de partisans ou de personnes avides d'intérêt, de la suprématie des intérêts particuliers sur l'intérêt général. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il sera très difficile de faire des choses qui ne soient plus conformes à ce qu'on peut appeler l'intérêt général. Il arrivera qu'un gouvernant pendant un mandat puisse faire tout ce qu'il peut, mais à la limite, le jour de la sanction, cette sanction tombera de par l'expression du suffrage universel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que cette société civile va se fortifier. Elle devra surtout maintenant aller dans le sens d'un encadrement beaucoup plus profond. Je pense d'ailleurs à ce qui arrive aujourd'hui, à cette multiplicité ou à cette tentative de diversion venant des politiques tendant à une manipulation des résultats. Je me dis que la société civile a un peu failli sur un point, c'est-à-dire de n'avoir pas préparé au mécanisme, par exemple, de proclamation des résultats. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens ne savent pas à partir de quels paramètres sont calculés, par exemple, les 50% qui doivent, ou cette majorité absolue, 50% plus une voix, qui doit constituer, par exemple, le fait qu'on aille vers un deuxième tour. Est-ce qu'il faut calculer à partir d'une compilation des résultats des candidats? Est-ce qu'il faut calculer cette majorité absolue par rapport au nombre de suffrages exprimés? Et ça, on n'a jamais préparé la population. Le ministre de l'Intérieur aurait pu le faire d'ailleurs, parce qu'il est l'organisateur. On aurait pu, avant d'aller à ces élections, clarifier les règles du jeu. Dire que, par exemple, pour passer au premier tour, il faut avoir 50% plus une voix des suffrages exprimés. Et cela, vous ne pouvez le déterminer qu'après qu'on ait établi de façon claire le nombre de suffrages exprimés au niveau national. Donc déjà, le soir, certains spécialistes s'hasardaient à donner des tendances par rapport à ce pourcentage, alors qu'on ne savait pas au niveau national combien de suffrages ont été exprimés. Or, ce calcul de pourcentage se fait exclusivement à partir du nombre de suffrages exprimés. Si vous avez 4 millions de suffrages légalement exprimés, pour avoir 50%, il faut avoir 2 millions. Mais ça, si les Sénégalais étaient préparés à ça, si les journalistes étaient préparés à ça, on aurait moins de cafouillage et moins de contradictions, comme on l'a noté. Le fait d'avoir 1000 électeurs ici, 100 électeurs ici, 100 électeurs ne vous donne pas forcément cette majorité tant qu'elle n'est pas calculée sur la base de ce pourcentage national de suffrages exprimés. C'est une des leçons de mon point de vue que la société civile doit tirer de ces élections, même si elle a pleinement joué son rôle, elle aurait pu mieux expliquer les règles du jeu. Donc il aurait fallu que les citoyens soient avisés bien avant le 24. Quelles sont les hypothèses qui peuvent déboucher sur un premier tour? Quelles sont les hypothèses qui peuvent permettre de déboucher sur un second tour? Quel est le mode de calcul qui sera adopté? Et comment un candidat peut avoir, par exemple, 51%
Mais ça n'a jamais été fait. Donc c'est un vide qui me paraît aujourd'hui très regrettable et je pense que la société civile aurait pu jouer ce rôle. Oui, je pense que les politiques également, c'est comme en matière de criminalité. L'enquêteur, le policier ou l'État qui définit une politique criminelle essaie de faire un profilage du délinquant. Donc les politiques également essaient forcément d'avoir la presse dans leur arc, comme on dit. Et si vous avez cet arc, c'est des flèches qu'il faut décrocher. Le chasseur qui a des flèches, il les met dans son arc. Et peut-être que la presse constitue un majeur aujourd'hui. Et le président Wade l'avait tellement compris qu'il disait que si j'ai perdu, c'est à cause de la presse. Et tout le monde sait aujourd'hui que la presse peut faire ou défaire des gouvernements. Donc tout le monde essaie d'avoir la presse avec nous, chaque candidat, chaque groupe de pression. Et également, on constate que des groupes de pression aujourd'hui se font de plus en plus à partir des organes de presse. Donc ça n'a rien à voir avec le travail professionnel des journalistes, mais c'est le contexte. Maintenant, il appartient aux journalistes, je crois, à un certain moment, au-delà de l'environnement, au-delà même de la ligne éditoriale de leur organe ou de leur groupe, de s'attacher à un certain nombre de paramètres éthiques et déontologiques. Et je pense que parfois également, c'est une déformation professionnelle, et ce n'est pas l'apanage de la presse. On a tendance parfois, sans en être conscient, et je crois que c'est du point de vue du subconscient, on a tendance à, comme disait Montesquieu, tout détenteur d'un pouvoir a tendance à en abuser. Donc, quel est le rôle du journaliste dans un contexte de cette nature? Doit-il se limiter à relayer les informations, certes à faire des commentaires, mais est-ce qu'il doit aller vers ce qu'on appelle des tendances lourdes? Parce que nous sommes dans une période un peu sensible où, évidemment, certains ont tendance à consommer brut ce que certains journaux ou groupes de presse catalogués, crédibles, ont tendance à véhiculer. Donc je crois que c'est à ce niveau que la presse également doit faire son autocritique et essayer en ce moment où il y a des organes habilités à se prononcer par rapport à la proclamation des résultats, à se limiter à un rôle de commentaire. Le commentaire, il est libre, on ne peut pas reprocher à un journaliste, mais dans l'équilibre, dans le traitement de l'information, le journaliste doit évidemment vérifier ses sources, mais faire en sorte que le traitement de l'information soit équilibré, mais éviter également de trop emporter une trop grande conviction par rapport à ces lecteurs qui doivent avoir aussi des éléments de recul, des éléments